Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va se poser la question aujourd'hui par rapport à un nouveau cycle haussier, très haussier, qui nous attend top départ. Aujourd'hui, je vous expliquerai pourquoi dans cette vidéo. J'ai fait aussi un petit sondage, merci à tous ceux qui ont répondu à ce sondage, c'est très représentatif de la psychologie, je pense, ambiante de beaucoup de communautés, notamment celle des rois. J'aime beaucoup vous partager ce type de sondage qui nous aide beaucoup à éventuellement gommer certains biais psychologiques. On parlera également de la bulle de crédit et des différents cycles tendanciels ou cycles de marché pour plus ou moins 100 ans, 52 ans, entre 8 et 10 ans, etc. Et il y a une cyclicité relativement propre au niveau des marchés crypto et j'aimerais qu'on en parle ensemble. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Plusieurs membres ont partagé des choses extrêmement intéressantes. Monsieur Lucas, par exemple, qui nous partage ça hier soir sur le Discord. Par rapport à une dégringolade assez marquée, moins 8% à peu près sur le GBTC. S'est-il passé quelque chose que nous ne savons pas? J'ai cherché quelques news, je ne les ai pas trouvées. Généralement, GBTC dans les dynamiques tendancielles baissières est plutôt en avance par rapport à une forme de réciprocité vis-à-vis de Bitcoin. Actuellement, Bitcoin latéralise, GBTC dégringole, voire s'effondre. Moins 10%, est-ce que Bitcoin va potentiellement suivre? C'est très probable, je vous explique pourquoi, sur des toutes petites timeframes. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Pas plus de choses à dire actuellement par rapport à d'autres partages. Il y en a deux que je vais quand même vous montrer, je trouvais ça très intéressant. Sur des toutes petites timeframes, je suis actuellement en horaire sur Bitcoin. On était toujours en fait en train d'encadrer cette ABC pour une correction haussière, ici pour une continuation baissière de fond, sans pour autant, pourquoi pas ne pas me remettre en cause les précédents lots, et parce que vous savez sur les Elliott Wave, vous avez des niveaux clés à respecter, 618, 1, 1, 618, 2, 618, etc. Donc on pourrait ne pas aller chercher des précédents plus bas, ou potentiellement aller mécher pour faire peur à tout le monde, en dessous des 15 500$. Ce serait pas complètement délirant, mais beaucoup de traders ici, notamment de range traders, se mettraient en place. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, si on retourne dans ce bas de range, on aura constaté un haut de range ici et un bas de range ici, ni plus ni moins. Voilà, donc les traders et les range traders vendent ou tentent d'encadrer des ventes sur un haut de range qui est actuellement que potentiel. Pour moi, on va aller un tout petit peu plus haut. Je pense qu'on devrait aller sur les 18 200$, mais je peux bien sûr me tromper, et si on n'y va pas, à ce moment-là, on retournera en bas de ce range pour aller chercher des achats, et évidemment pour les range traders, donc on achète les bas de range, et potentiellement on vendra les hauts de range, et potentiellement on achètera les bas de range, etc., etc., etc. Ça peut durer du temps, pour trouver les tops, entre guillemets, provisoires, pour retourner en bas de range, il faudra du temps, nous avons le temps chez les rois, et par rapport à cette ABC, donc une ABC monte généralement 5 vagues, vous avez potentiellement une première vague juste ici, pour aller chercher une seconde vague juste ici, et cette seconde vague sera en 3 phases, tout simplement, donc 1, 2, potentiellement 3, et cette troisième phase doit descendre en 5 phases, en 5 vagues, donc 1, 2, 3, 4 et potentiellement 5, donc on peut avoir cette petite box verte ici qu'on pourrait chercher de la liquidité. Vous en avez un tout petit peu plus bas, juste là par rapport à un déséquilibre aux alentours des 16 500$, c'est également une grosse poche ici de liquidité, beaucoup d'ordres ont été exécutés ici, il faut bien évidemment pas la briser pour ne pas aller chercher le bas des range. Si on vient à briser ce 0,50 entre guillemets au niveau de cette poche de liquidité, malheureusement on fera un petit peu de consolidation et on ira très probablement en bas de ce range, mais nous y sommes pas, jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi ici cette petite box de fer? Parce que vous savez que des 2, dans des plus petites vagues, de plus petites vagues, de plus petites vagues, il faut aller chercher entre les 0,50 et les 0,618, vous l'avez ici, entre les 0,50 bingo et les 618. Je pense qu'on peut encore un petit peu aller faire un petit peu plus bas en valuation, bien évidemment, au-dessus ici des 17 436$. Je pense que ce devra être catalysé d'ici le FOMC. Donc ce sera le 14 décembre pour moi. Je m'attends à une réaction très haussière au niveau des marchés financiers, où Powell est dos au mur. On voit bien au niveau des bons du trésor, ça devient un petit peu catastrophique. Donc on a complètement switché, on a toujours des taux court terme qui sont au-dessus des taux long terme. Ce n'est pas normal, donc ça produit potentiellement une récession. Ça s'est passé 5 fois dans les 50 dernières années. 5 fois ça s'est produit. Donc on peut partir du principe que ça se reproduira. C'est malheureusement jamais différent, comme sur Bitcoin, par rapport à des très grands cycles sur Bitcoin. Parce que si on peut éventuellement prendre en compte et en considération des fractales qui se sont reproduits ou des backtests qui se sont reproduits sur des marchés financiers sur des très longues timeframes 5 fois, pour le coup on peut éventuellement s'attacher à penser que Bitcoin pourrait éventuellement faire exactement la même chose. Mais c'est pas très bon ce qu'on est en train de voir, je pense qu'on devrait respirer, et Powell ne pourra de toute manière très probablement pas remonter de 0,75 points de base. On est resté sur un consensus à 0,50 points de base, et je pense que ce sera ce qui se passera. Voilà, actuellement on a 0,50 points de base,
Je pense qu'on restera sur ce niveau-là, et s'il y a un 0,25, à ce moment-là, grande surprise et très grosse accélération aussi, hein. Notamment sur les indices, et probablement que Bitcoin suivra, donc réponse semaine prochaine. Voilà pour ça. Rien de plus à dire sur des toutes petites timeframes. On tendait à la divergence en 4 heures, c'est pour ça que ça continue à un petit peu latéraliser, juste là. Vous avez une toute petite divergence en 4 heures qui a été confirmée sur cette bougie ici, on continue à se dégrader. Bon, je pense qu'on va pas se dégrader beaucoup plus que ça. Je peux me tromper, bien évidemment, vous avez une oblique ici sur les 15 600 $, etc. Mais ça ne sera qu'un retour en bas de range. Très difficile de se positionner au milieu de rien, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'on est au milieu, entre guillemets, d'un objectif cible, 18 500 $, par rapport à une énorme, entre guillemets, résistance qui faisait office de support précédemment sur les 18 500 $. Donc, trader en fait en plein milieu du range, malheureusement, n'est pas la meilleure solution. On va plutôt chercher les extrêmes, sauf si vous êtes scalper ou intraday, et puis à ce moment-là, vous gérez vos setups de trading. Pas de problème avec ça. J'ai fait ce petit sondage là, je trouvais ça très intéressant. Bonjour les rois, sondage 100% anonyme. J'ai encore du cash, donc j'achète. Maintenant, entre les 15 500 $ et les 18 500 $, vous êtes 38% à acheter actuellement au niveau de la communauté des rois, et il est vrai que beaucoup d'entre vous ont du cash encore. J'entends un retournement entre les 25 500 $ et 25 000 $. 4% d'entre vous. Vous attendez pas vos structures, je trouve ça très intéressant à observer. J'attends la capitalisation finale entre les 9800, petite faute de frappe, entre les 8 500 $ et les 13 500 $ ou moins, vous êtes 43% et 14% à n'avoir aucun avis ou ne veut pas se prononcer. En somme, si on supprime les 14%, vous êtes un tout petit peu plus de la moitié à attendre la réelle capitulation finale. Ce qui est très intéressant, et ce que je dis très régulièrement, le marché fait généralement le contraire de ce que la majorité pense. Évidemment. Donc, est-ce que oui ou non on peut avoir ce magnifique petit rallye entre guillemets d'hiver qui va tendre jusqu'à la fin entre guillemets du printemps? Eh ben c'est probable. Pour le coup, c'est tout à fait possible. Et on peut même essayer de l'encadrer sur des très grandes timeframes. Il y a deux choses qui tournent actuellement sur tous les réseaux sociaux. Deux choses qui s'affrontent, mais qui sont plutôt complémentaires. Un, c'est la grande purge. La grande purge des entreprises crypto qui sont en train de tomber les unes après les autres, qui étaient un petit peu trop bullish peut-être, ou trop prétentieuses par rapport à un super cycle des cryptos qui probablement viendra, mais malheureusement pas sur le bon timing, que ces entreprises qui avaient capté beaucoup de capitaux n'ont malheureusement pas su suffisamment bien les gérer, et également sur le grand cycle. Hein, on est sur un grand cycle avec des grandes time frames, on essaye de les timer, et effectivement il y a des choses qu'on est en train de voir qui sont plutôt intéressantes. Je vous avais fait ce partage juste ici, par rapport au Bitcoin Miner Net Position Change, ça capitule, et on continue à capituler. Donc on avait vu des plus grosses capitulations pendant tout le cycle de dépression de 2018, on est qu'au début, encore une fois, les mineurs ont probablement encore des réserves de liquidité. Pourquoi? Parce qu'ils ont énormément vendu ici, hein. Donc je pense qu'il y avait des gros mineurs qui étaient là précédemment, donc les très très gros mineurs ont vendu beaucoup de Bitcoin sur les 40-50 000 $, donc c'est très très bien, j'espère que ça leur permettra de survivre à ce cycle s'il tend, entre guillemets, à durer dans le temps. Peut-être 1 an, peut-être 2 ans, je ne pense pas personnellement, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont tomber avant. Et la deuxième chose, c'est ici les net realized profit and loss, ça veut dire que le nombre de personnes qui vendent à perte, nous sommes sur des records par rapport à ce crack vis-à-vis de FTX sans précédent. C'est plus de 4 milliards de dollars de ventes à perdre sur le spot. Sur le spot. Donc on a vécu cette capitulation, mais encore une fois, nous sommes dans la capitulation. Nous ne sommes pas dans la dépression, nous ne sommes pas dans la panique, nous ne sommes pas... Non. Ça viendra après. La grande panique et la grande dépression arrivera pendant la grande récession, que tout le monde nous prédit, jusqu'à preuve du contraire. Jamie Dimon, PDG de JP Morgan, comme Goldman Sachs. C'est une quasi-certitude pour eux. Bon, bah pourquoi pas? J'ai tendance à repenser à 2018, c'était la même certitude pour eux. Finalement, il n'y a pas eu de récession, telle qu'on la ressent, pas telle qu'on l'analyse. Parce qu'effectivement, il y avait eu 2 trimestres consécutifs avec un PIB négatif, enfin en tout cas une décroissance au niveau du PIB américain, donc on peut partir du principe que nous sommes dans une récession. La question est de savoir si elle sera profonde ou si elle ne sera pas profonde. Et ça, ce sera une décision donc politique. Ni plus ni moins. Politique. Est-ce que la Fed fait son pivot? Oui ou non? Et ce sera très fortement pricé, très probablement à la hausse par rapport au marché, notamment à Wall Street. Vous aviez en fait 2 psychologie of crypto market cycle et la psychologie des market cycles plus traditionnelle. Vous avez les deux. Alors pourquoi celui-là? Parce que celui-là c'est exactement la phase au niveau de 2018, vous comprenez bien, hein, entre 2015 et 2018, sur un cycle de 4 ans. Donc moi je mets celui-là parce que c'est sur la stratégie des 4 heures, parce que c'est directement corrélé au Bitcoin, mais vous avez également celui-là qui est
très sensiblement la même chose, et c'est vrai que ça nous crée un billet, bah, et si on n'avait pas fait de plus bas, et ici on fait des nouveaux plus bas. Oui, il est probable qu'on peut aller chercher les 14 000 $, 14 500 $, ce sera bien évidemment catalysé par des news fondamentales. S'il n'y a pas de news fondamentales supérieures à ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, et que le marché a suffisamment bien pricé le marché, nous avons des points bas. C'est ça la réalité, nous avons très probablement des points bas. Maintenant, il y aura des news fondamentales. La fondamentale rattrape toujours la technique. Si on est dans une très forte récession et que la Fed reste sur ses positions pour dire non, on continuera à augmenter les taux même s'il y a, je sais pas moi, 10% de chômeurs aux États-Unis, à partir du principe que Bitcoin va pas bien s'en sortir, comme tous les marchés financiers. Mais ce sont des données aujourd'hui qu'on n'a pas. Donc on ne peut pas malheureusement encadrer ce que l'on croit par rapport à ce que l'on voit, tout simplement. Donc ça, je pense que c'est super important d'en reparler. Deux petites choses avant de continuer. Vous avez le courtier Flatex DEGIRO, donc relié directement à la banque, épinglé par les autorités allemandes, plonge en bourse. Faites très attention, je l'ai partagé sur le Discord des rois du marché. Je passe un peu du coq à l'âne, mais je pense que c'est important. Le broker DEGIRO est actuellement dans la tourmente, donc ils utilisent Flatex DEGIRO pour mettre les fonds entre guillemets en réserve directement chez un opérateur banquier, un opérateur financier. Si vous avez beaucoup de cash sur des gyros, faites attention, ne mettez pas tous vos œufs dans le même palier, sortez cash out, je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir fait, honnêtement, soyez pas les derniers à sortir si jamais ça sent le roussi, quoi. Donc c'est pas très bon ce qui est en train de se passer, est-ce que c'est voulu, pas voulu, est-ce que c'est toujours les mêmes choses. Pas de doute sur les marchés financiers, s'il y a le moindre doute, aujourd'hui il y a un doute, j'ai sorti mon cash de chez DEGIRO, je suis resté en action. Logiquement les actions sont ségrégées, les titres financiers sont ségrégés, donc logiquement ils n'y ont même pas accès si vous voulez, et c'est garanti. Donc pour le coup, donc jusqu'à 100 000 $, etc. pour les dépôts, ou 20 000 $ me semble-t-il, ou 22 000 $ pour les actions, donc si vous avez plus de 22 000 actions, vous pouvez éventuellement penser à une forme d'arbitrage. Dommage de les vendre pour pouvoir les racheter potentiellement chez un copain Interactive Gros Broker ou sur Bitpanda ou je sais pas trop où, hein, ou Saxo Bank, j'en sais rien. Mais voilà, j'aimerais juste vous le dire, je mets pas entre guillemets de l'huile sur le feu. On connaît l'histoire, c'est jamais bon. D'accord ? Bon, après, c'est des grosses institutions financières derrière, donc je pense qu'on les laissera pas tomber. Ce sera probablement racheté si jamais il y a eu... Mais bon, une forme peut-être d'ingérence par rapport à des... budget de communication ou une ingérence au niveau de la direction, faites attention à ça. Et vous avez eu une information relative par rapport à la sécurité et à la transparence de DEGIRO. Si vous avez dû recevoir le mail comme je l'ai reçu, je vous laisserai bien sûr le temps de le lire, c'est directement sur le Discord dans l'onglet annonce. Voilà pour ça. Récession au César en 2023. Le PDG de Goldman Sachs et de JP Morgan, ils sont convaincus. Bon, c'est exactement le même titre copié-collé 4 ans en arrière. Je vous le dis tout de suite. Donc, est-ce qu'il y aura pas ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, ça permet au petit portefeuille de ne pas se positionner sur ces niveaux de valorisation. Très clairement. Hein. JP Morgan dit vendez tout, achetez du dollar, il n'y a pas de problème avec ça. Bon, le dollar est en train de faire des structures de retournement alors que le S&P 500 et Wall Street est plutôt bullish, jusqu'à preuve du contraire. Et si on reprend un petit peu au niveau du sentiment, donc c'est toujours la même chose, on ne sait pas trop par rapport au sentiment quelles sont entre guillemets les données, les datas qu'ils utilisent pour pouvoir nous donner ça, mais ça semble un truc bien marché parce qu'on a été très riche entre guillemets sur Wall Street, on avait des net shorts qui étaient bien plus prépondérants que des net longs, et le marché, jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt bien apprécié. On a brisé le premier arrêt, on arrive sur une oblique et potentiellement une zone de rechargement de vente logique, c'est en tout cas ce que j'encadre personnellement, je pense qu'on va continuer ce petit rallye, vous pouvez l'avoir ici, vous avez le premier arrêt juste là, à 3865 points, vous avez une zone de rechargement d'achat, plus ou moins court terme, entre les 618 et les 686, entre les 3720 points et ici les 3617 points. Je pense qu'on s'arrêtera très probablement au premier arrêt, voire avant. Vous avez une grosse résistance juste là, qui faisait maintenant office de support, 3900 points. Elle est marquée dans le marbre. On peut très bien rebondir pour aller chercher quoi ? Une zone de rechargement de vente logique. Le monde est pessimiste ici. Et entre guillemets, Jamie Dimon n'encourage pas, entre guillemets, à mettre all-in sur les actions. Il le fera pas tout de suite, il le fera quand on sera à 6000 points, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Ça, c'était, je pense, super important. Ça a été partagé par José. Le creux du Bitcoin est atteint selon 7 signes. La niche Charles Edwards nous les montre. Je vous laisserai revenir sur Actu Crypto. On va pas les faire, je vous donne juste ça. Le modèle de valeur énergétique de Bitcoin prévoit une flambée des prix de BTC à 100 000 $ d'ici 2025. Je trouve ça plutôt intéressant parce que c'est plutôt la date qui m'intéresse par rapport à des grands cycles, donc 704e et 720e jour de chaque chiffre offre une formidable opportunité d'achat. On sait que nous sommes sur des très bonnes opportunités d'achat jusqu'à preuve du contraire, et j'aimerais vraiment vous amener sur cette dichotomie vis-à-vis de Bitcoin et sur ces grands cycles. Donc, je vous ai fait un grand travail ici, et on va le faire dans cette vidéo. On aurait pu le faire dans le live, mais je trouvais ça intéressant de
de le prendre ici aujourd'hui. On a une grande divergence qui n'est actuellement pas, bien sûr, hein, sur le récit. Beaucoup en parlent de cette divergence, mais pour moi, elle n'est pas confirmée. Donc on va reprendre ces cycles. Donc c'est très fouillis, c'est normal, je vous ai remis les cycles du halving, etc. Mais je trouve ça très intéressant. On sait qu'en fait, il y a un truc qui nous pend en nez depuis maintenant une dizaine d'années, donc beaucoup d'économistes ou analystes, plus ou moins crédibles, hein, peu importe qui on va voir, je pense que l'oreille, il faut l'attendre. Après, il faut rester très focus sur notre stratégie. C'est le grand secret, il est là, c'est suivre sa stratégie et ne pas forcément écouter et faire la girouette en fonction d'une personne qui est plus ou moins talentueuse pour éventuellement avoir des discours plutôt communicatifs. Faites très attention à ça. Mais on sait qu'il y a une bulle des crédits qui continue à gonfler sans précédent, notamment qui a explosé au niveau du crack Covid. C'était la réponse des banques centrales. La France vient d'enclencher son grand emprunt de 270 milliards de dollars, d'euros, c'est du jamais vu. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est toujours la même chose. Alors, on a le problème restera de toute manière aujourd'hui et pendant longtemps, c'est ce qu'on appelle le poids de la dette. Le poids de la dette, il y a 4 façons en réalité de pouvoir s'en extraire, de pouvoir la gérer, de pouvoir s'en affranchir, si vous voulez. La première, c'est de réduire les dépenses. Et ça, on le sait, puisqu'en fait, ça fait déjà une vingtaine d'années que les gouvernements successifs, partout en Europe, hein, comme aux États-Unis, peut-être pas un peu moins aux États-Unis pour le coup, ils ont leur propre, ils ont la monnaie reine. Mais grosso modo en Europe, on parle beaucoup de réduire les dépenses de l'État, réduire les dépenses des entreprises, on fait des économies, on vire des fonctionnaires dans les entreprises, on vire des employés, donc augmentation potentiellement du chômage. On a un chômage structurel en Europe aux alentours des 8%, et si on veut avoir, entre guillemets, alors un peu moins aujourd'hui, donc si on veut retrouver une inflation relativement stable, il faut retourner sur, enfin voilà, on entend tout et son contraire, c'est juste incroyable, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais dans l'idée, si vous voulez, entre guillemets, réduire le poids de la dette, et ben vous diminuez vos dépenses et vous augmentez les remboursements, notamment de vos emprunts. Ce qui est bien évidemment pas du tout le cas depuis les 40 dernières années. Hein, notamment dans les pays européens. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, ce sont les défauts de paiement. Ben, si vous ne remboursez plus votre dette, techniquement, vous n'avez plus de dette. Donc défaut de paiement, suppression de la dette, on peut appeler ça aussi un grand reset, si vous le voulez, beaucoup, hein. Aujourd'hui, d'économistes et d'analystes le considèrent, pas le poussent forcément, mais grosso modo, c'est vrai qu'il y a une idée pour pouvoir s'en affranchir, vous êtes, défaut de paiement, c'est réglé, ou faillite d'entreprise, hein. Au moins, vous avez pu rembourser la dette. La dette, en fait, s'efface d'elle-même et est redistribuée, bien sûr, sur ceux qui restent, notamment par des provisions, des pertes en provisions, directement sur les résultats des entreprises, etc. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, elle est très connue, c'est la redistribution des richesses. Tout simplement. Si vous donnez plus de pouvoir d'achat, donc vous prenez plus d'impôts aux riches pour donner aux pauvres, vous leur permettez d'avoir plus de pouvoir d'achat pour pouvoir continuer à emprunter et pouvoir rembourser leurs dettes. Donc en fait, vous diminuez le poids de la dette, la pression de la dette, cette épée de Damoclès, en redistribuant les richesses. Ça se fait, hein, beaucoup, hein, on essaye de le faire depuis une vingtaine d'années. Les impôts sont de plus en plus élevés sur les impôts des entreprises, notamment en Europe, et surtout en France. Les prélèvements sociaux sont très importants pour les plus modestes, aisés, etc. Donc pour les CSP+, si vous voulez, ou les cadres supérieurs, qui aujourd'hui râlent, et c'est normal, hein, parce qu'on leur prend de plus en plus d'argent, donc en fait on est en train de niveler par le bas, eux, leur pouvoir d'achat, et essayer de tenter de niveler par le haut, dans une toute petite mesure, les plus modestes, bien évidemment. Donc ça, c'est aussi des mécanismes qui sont très utilisés, et qui sont généralement très primés, si vous voulez, pendant les élections présidentielles. Prenez de l'argent aux riches pour les donner aux pauvres, redistribution. Le quatrième, et ça va peut-être vous surprendre, c'est la pression monétaire. Évidemment. Plus d'inflation, automatiquement le poids de la dette diminue. Si vous avez une inflation à 10, 15, 20%, c'est une aubaine pour les dettes, puisque votre euro, à euro constant, se dévalue. Donc vous avez plus d'euros, mais votre dette ne s'apprécie pas, elle, par rapport à une dévaluation de l'euro, bien évidemment. Donc l'impression monétaire est un mécanisme très puissant pour pouvoir soulager ce fameux poids de la dette, tout simplement. Et je pense qu'on va continuer personnellement à aller dans ce sens-là, parce que personne n'a envie de diminuer ses dépenses. Pourquoi ? Parce que diminuer des dépenses égale moins de croissance. Si moins de croissance égale, malheureusement, le poids de la dette est bien plus important. Je pense que personne ne veut faire de défaut de paiement. C'est pas trop l'idée, si vous voulez, par rapport aux entreprises. L'objectif, c'est de continuer à pouvoir emprunter, notamment sur les marchés financiers, pour continuer à innover, pour continuer à croître. Donc je pense pas que ça, on va continuer à le faire de façon... Alors, bien qu'on est en train de le faire en augmentant les taux, hein. Mais c'est toujours pareil, hein. On repart sur des bases saines pour pouvoir repartir sur de la planche à billets beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Et également, la redistribution des richesses, je pense que c'est peut-être le plus
le plus social ou sociétal, mais malheureusement, on peut pas aller beaucoup plus parce que ça crée des grandes distorsions au sein même des sociétés. Voilà, toujours les mêmes qui payent, comme vous connaissez l'histoire, et vous avez des clivages au sein des camps politiques, et ce qui est parfaitement normal, comme ça concerne la démocratie, et jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux, pour le coup. Donc on pourra peut-être trouver mieux demain, mais actuellement, nous n'y sommes pas. Ou en tout cas, c'est pas à l'heure actuelle. Donc je pense qu'on repartira sur une forme de... pas de restriction, pas de récession. Je pense qu'on va vraiment essayer d'éviter la Grande Dépression. Ça, c'est une certitude quasi absolue. Et le meilleur outil pour pouvoir éviter la Grande Dépression, ou une nouvelle dépression, c'est la planche à billets. Et je pense qu'on le fera, comme jamais on l'a fait. Donc ça, en fait, vous l'avez. Et vous l'avez sous les yeux. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire? Est-ce que la Fed va aller jusqu'au bout de son délire et se désendetter complètement, mais il mettra tout simplement le monde à genoux, ou la Banque Centrale mettra le monde à genoux, ou l'ensemble des banques centrales mettront le monde à genoux? Je pense pas qu'ils le feront. Voilà. Donc ça, c'est mon avis très personnel. Maintenant, vous avez des grands cycles, et on va après reparler au niveau des cryptoactifs, vis-à-vis du monde entier, vis-à-vis de la mondialisation, vis-à-vis de la première révolution industrielle, de la seconde révolution industrielle, et vous avez toujours des dates un petit peu clés qui arrivent à rentrer dans des cases qui sont toujours très arithmétiques. Vous avez 1810, par exemple, c'était la première révolution industrielle, avec l'essor du charbon. Hein, et vous avez eu la création, au début du 19e siècle, de la machine à vapeur. Tout simplement. Donc ça a été une grande révolution, machine à vapeur, extraction du charbon, utilisation du charbon à des quantités, la métallurgie, les premières métallurgies, etc. Donc à cadence industrielle. Vous en avez eu une résonance par rapport à cette grande révolution industrielle, des ruptures technologiques. Cette rupture technologique, c'est aux alentours des années 1860, et c'est l'électrification du monde, si vous voulez, avec l'ampoule et également l'invention du téléphone. Ça, vous voyez, dans des grands cycles, à peu près d'une cinquantaine d'années. Et Ray Dalio parle aussi de cycles de 52 ans. D'autres grands financiers parlent de cycles de 52 ans, mais on peut y revenir. Vous avez ensuite, 50 ans plus tard, 1910, la seconde révolution industrielle, avec l'essor du pétrole et du gaz. Et ça a donné l'émergence de la voiture et de la mobilité. Une vraie rupture technologique, si vous voulez, au niveau de l'émergence de la voiture. À peu près au début du XXe siècle, 1900-1910, pour voir encore un cycle à peu près de 50 ans. Et 50 ans plus tard, avec ce grand cycle de 52 ans, vous avez eu des vraies ruptures technologiques avec l'émergence de l'informatique dans les années 1960. Donc, à chaque fois, l'énergie nécessaire pour pouvoir accompagner ces ruptures technologiques vont toujours de pair. C'est aussi dans les années 1960, notamment dans l'Union soviétique, de la première centrale nucléaire. 58, me semble-t-il, de mémoire, 1958. Première mise en place première construction de la centrale nucléaire dans l'Union soviétique. Et ça a accompagné, bien évidemment, l'électrification et l'émergence des technologies informatiques, qui est une grande rupture technologique, l'apparition du logiciel, bien évidemment. Vous avez en fait 50 ans plus tard, donc en 2010, l'effervescence de l'Internet, mais également du smartphone. On ne croit pas, mais le smartphone est une réelle rupture technologique. Et donc, 50 ans plus tard, on serait à peu près en 2060, pour moi, et c'est quelque chose de très personnel, je pense qu'on reviendrait plutôt dans l'informatique dit quantique, tout simplement. Et pour accompagner ce quantique, cette évolution et rupture technologique quantique, ça vient beaucoup, entre guillemets, en dissonance vis-à-vis des technologies blockchain, puisque que vaudront nos blockchains, ou que viendront Bitcoin avec la technologie quantique? Je pense qu'on s'adaptera, comme on a toujours su s'adapter, et ce sera accompagné par des nouvelles sources d'énergie, notamment la fusion nucléaire, et non plus la fission nucléaire, mais la fusion nucléaire. On est dessus, d'ailleurs la France a accueilli les premiers tests, entre guillemets, d'un consensus européen, et même russe, me semble-t-il, ils sont avec, hein. Il me semble que les Russes sont aussi avec nous, par rapport à la fusion nucléaire, vis-à-vis dans le sud de la France. En réalité, qu'est-ce qu'on cherche à chaque fois dans ces grands cycles économiques, ou dans ces grandes ruptures technologiques? On cherche trois choses. La première chose, c'est la productivité. Toujours plus de productivité, parce que nos sociétés sont aujourd'hui rythmées par de la croissance infinie. 2, c'est l'efficience, l'efficacité ou l'efficience, si vous voulez, de nos technologies. Et en 3, plus de croissance. Ni plus ni moins. Hein, c'est toujours le même mécanisme. Et tout ce cycle, en fait, se répète inlassablement. Que vient faire la blockchain là-dedans? La blockchain, c'est une évolution, si vous voulez, par rapport à l'Internet. Le fameux Web.3. On a eu le Web.1 avec les .com, on a eu le Web.2 avec les réseaux sociaux, avec les GAFAM, avec tout ça, et on a maintenant le Web.3 potentiellement avec Ethereum, avec Polkadot et avec d'autres grands projets blockchain qui aujourd'hui éventuellement essaient de se faire une place. Mais la réciprocité, c'est une évolution technologique, ce n'est pas forcément une rupture
proprement parler, si vous voulez, vis-à-vis de ce qu'on connaît aujourd'hui. En fait, avant d'avoir un smartphone, vous avez eu dans les années 1860 et 100 ans plus tard, enfin même 150 ans plus tard, les premiers smartphones. Alors vous les avez eu avant avec les téléphones satellites, etc. Je dis pas du tout le contraire. L'invention du transistor, de la radio, etc. dans ces mêmes années-là. Mais si vous voulez, pour moi, aujourd'hui, les technologies blockchain ne sont pas une révolution à proprement parler, comme pourrait l'être, si vous voulez, les technologies quantiques. Pourquoi ? Parce que le quantique se suffit à lui-même. La blockchain ne se suffit pas à elle-même, encore une fois. Alors bien qu'il y ait quand même des choses qui peuvent éventuellement nous parler comme quoi on peut envoyer du Bitcoin sans passer par Internet, oui, potentiellement, mais pas très pratique si vous voulez. Ok ? Donc voilà, c'est plutôt ça, mais on est quand même à l'aube de quelque chose d'incroyable. Je ne dis pas du tout le contraire. Et cette chose d'incroyable, on est en train de la représenter d'un point de vue, entre guillemets, timé. On va le reprendre ensemble par rapport à ces grands cycles. Vous avez des très grands cycles, et c'est toujours très intéressant, hein, des très grands cycles de, grosso modo, 4 ans. À peu près 1428 jours, ou 1400 jours, ou 1430 jours, des très grands cycles, si vous voulez, de 4 ans. Et on le revoit ici, hein, finalement, par rapport à notre psychologie of market cycle, donc des grands cycles de 4 ans qui sont plus ou moins très bien représentés par rapport à ce qu'on est en train d'observer vis-à-vis de Bitcoin. Dans ces petits cycles, vous avez ici, je vais le prendre et je vais le zoomer avec vous, vous allez voir, c'est très représentatif. On avait déjà fait une vidéo dans ce sens-là, mais on va aller un tout petit peu plus loin, puisqu'on arrive en fait à son terme de cette vidéo qu'on avait vue ensemble il y a peut-être 3-4 mois en arrière, si vous les reprenez, je sais plus c'est laquelle qu'on avait faite, par rapport à cet objectif de novembre 2022, qu'on aurait notre point bas. Bon, bah, on est en décembre 2022, est-ce que le point bas on l'a eu ? On est peut-être pas très loin pour le coup. Donc vous avez des cycles ici de 413 jours ou de 365 jours d'un an, puis une période d'extension pour avoir le fameux breakout aux alentours des 735 jours. Donc 735 jours, c'est quand même pas rien, c'est quasiment 1 an et demi, voire 2 ans, entre guillemets, enfin 2 ans de range, si vous voulez, ou de réaccumulation. Et c'est des choses, en fait, qui se reproduisent systématiquement. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ce sont des fractales qui se reproduisent. Ensuite, vous avez, en fait, ce nouveau cycle, vous avez ici 364 barres de la TH vers le point bas, 364 jours, puis derrière, 735 jours pour avoir notre fameux breakout qui se trouve juste ici, aux alentours des 19 000 $. Entre-temps, qu'est-ce qu'on a fait ? Bon, on a fait une très belle retour aussi, entre guillemets, plus de 100% ou 180%, puis on est reparti dans le bas du range, Covid oblige, et puis derrière, on a fait notre excursion. Et vous avez exactement la même chose juste ici, dans ce énorme cycle, et ce très grand cycle qu'on a vécu en 2018, bah, on est arrivé à son terme en novembre 2022. Donc vous l'avez là, 364 jours, vous arrivez sur votre top de marché, juste ici, jusqu'ici, par rapport à notre bottom de marché, enfin, c'est quand même, encore une fois, chirurgical, vous l'avez là, hein. On l'avait, cette ligne jaune, en fait, vous l'avez depuis très longtemps, hein, sur ce graphique. Donc on est parti chercher cette fameuse capitulation FTX, toujours catalysée, c'est quand même incroyable, alors que je pense pas que ce soit prévu. Enfin, c'est vrai que c'est toujours très étonnant de voir ce type de choses. Alors, s'il n'y avait pas eu FTX, est-ce que oui ou non, le marché aurait dû faire ça ? On savait qu'il y avait des énormes poches de liquidité sous les 17 600 $ et que ça aurait été bon pour le marché d'aller les chercher. Alors oui, il faut toujours attendre des catalyseurs, mais ça aurait pu être tout autre chose, pour le coup. Mais c'est vrai que c'est toujours très troublant de voir des news fondamentales cataclysmiques qui, en fait, nous donnent des cyclicités à quelques jours près, en fait, ou à quelques semaines près. Dès lors, à partir de cette cyclicité, on arrive donc au terme de ces 364 jours, on ne peut pas être plus chirurgical, début du nouveau cycle haussier. Tout simplement. Ce nouveau cycle ou cette énorme grande dépression devrait en fait continuer jusqu'au prochain ATH, aux alentours, ou cette grande cassure de tout ce cycle, donc nouvelle ATH pour Bitcoin, vraie rupture pour aller chercher les 100 000, 200 000, 300 000 $, ce que vous voulez. J'ai des targets aux alentours des 250 000 $ par rapport à toujours cette idée de réassurance et d'assurance vis-à-vis de Bitcoin. 1428 jours pour nous arriver sur le 4 novembre ou novembre-décembre 2024. Ce qui est très intéressant, et vous allez me dire, oui mais généralement on fait des bottoms de marché en hiver et on fait des magnifiques rallyes au printemps. Oui mais regardez ici, hein, on était en plein mois de décembre, on avait notre nouvelle ATH. Bon, donc on peut reproduire exactement la même cyclicité, si vous le souhaitez, pour arriver en octobre, novembre, décembre pour un nouvel ATH d'ici juste ici par rapport à 2024. Le point bas, donc le prochain point bas de tout ce très grand cycle, si vous le souhaitez, commencera à partir d'un ATH aux alentours de septembre 2025, gros ATH ou grosse excursion, à nouvel ATH ici de septembre 2025, et derrière vous aurez en fait un énorme point bas, si on suit cette cyclicité aux alentours d'octobre, novembre, décembre 2026. Par rapport à ça, je reprends vous l'avez sous les yeux. Et on repartirait sur un nouveau cycle haussier. Donc si aujourd'hui vous vous sentez pas surexposé, ou vous vous sentez je devrais acheter beaucoup plus, etc. Oui, mais partez du principe que ceux qui ne sont pas là aujourd'hui,
et ça représente 97% de la population si vous le souhaitez, partez du principe que ce qui va arriver, c'est, si vous voulez, ça va encore se répéter. Donc on aura des magnifiques opportunités aux alentours des 60 000 $. Non, je pense que ça va arriver à 60 000 $ le Bitcoin. Non, moi je pense que ça va arriver à 35 000 $. Non, moi je pense que ça va arriver à 22 000 $. Bon, on n'en sait rien, on verra bien. Et on verra bien où est-ce qu'on en est en octobre 2026 en fait. Tout simplement, c'est un petit peu ça l'idée, si vous le souhaitez par rapport à ce magnifique point bas. Puis, nouvelle halving en 2028, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce que je pense? Et j'ai, moi, 2 signaux très forts que je vous ai déjà présentés à plusieurs reprises par rapport à cet enclenchement, si vous voulez, de ce cycle haussier. C'est ici, les 21 000, juste là, 21 500 $. Si on vient à repasser au-dessus des 21 500 $, pour moi, on sera probablement sur le départ et on aura trouvé notre bottom. Ça veut dire que pour moi, on n'ira très probablement plus en dessous des 14 500 $ ou des 15 500 $. Voilà, donc mon invalidation de beaucoup de plans bear par rapport à aller chercher des zones beaucoup plus basses. Ce que finalement beaucoup attendent, hein, plus de la majorité attend, les fameux 9 800, 13 500. Je l'invalide complètement de mon esprit si on vient à clôturer un weekly au-dessus des 21 500 $. Pourquoi je vous dis ça? Puisque c'est toujours une fois une grande cyclicité. Alors je dis pas qu'on pourra plus jamais y aller, qu'on va pas mécher, etc. Mais vous avez exactement la même chose ici. Vous avez la bougie du 10 décembre par rapport au weekly du 10 décembre 2018 par rapport à ce point bas qui représente en fait un point bas par rapport à notre ici. L'invalidation de cette bougie-là, donc de la bougie qui est ici, je vais le reprendre là, bah c'était en fait tout simplement cet énorme breakout, juste là. Ici. Et donc après vous avez la bougie d'indécision, ici il n'y avait plus de surprise entre guillemets, mais pour moi on trouvera le point haut, le point bas, si on vient à aliéner, si vous voulez, cette énorme bougie précédente par rapport à ce point bas vis-à-vis du RSI qu'on a trouvé à ce moment-là, c'était la grosse bougie de FTX. Il faut vraiment l'avaler, cette bougie. Je ne confirmerai, alors on confirmera avant des divergences haussières en weekly, je dis pas du tout le contraire, mais mon vrai signal, c'est lorsqu'on fera exactement la même chose qu'on avait fait en 2018. C'est le premier signal pour moi haussier que j'aurai pour potentiellement pouvoir me repositionner sur quelques crypto-actifs que je trouve très résilientes. Mais avant ça, je ne bouge strictement pas, tout simplement. Et si vous voyez ce type de choses, bah, ce sera peut-être pas le moment d'être contre-tendance, parce que vous avez peut-être le chercher longtemps, le top de marché. Mais ça peut durer longtemps, hein. Je dis pas du tout le contraire. Ok, mais partez du principe qu'on peut être très proche, jusqu'à preuve du contraire, d'un point extrêmement bas, tout simplement. Donc vous avez cette bougie qui est juste là, qui nous signe le point bas vis-à-vis de notre Bitcoin. Hein, c'est clairement ce point bas ici, hein, je vais vous le grandir très fort, voilà, juste là, ici. Si on vient à avaler cette bougie, pour moi c'est un énorme signal haussier. Deuxième signal, très haussier. Et ça, c'est encore une fois très cyclique, si vous voulez. On avait parlé de cette très grande trendline il y a quelques temps, et je crois que vous avez sur la première vidéo des rois du Bitcoin, entre guillemets en première, vous avez en fait ce breakout de cette énorme trendline jaune. Si on vient à la breaker au-dessus, pour moi, c'est zone de rechargement d'achat, puis extraction haussière, c'est to the moon. Mais je pense qu'on va ranger avant. Je pense qu'on est rentré dans un très grand range. Pourquoi ? Parce qu'en fait, actuellement, nous sommes dans la capitulation. Nous aurons très probablement ce rebond, puis la panique, puis la dépression. C'est exactement ce qu'on va vivre ici, de la colère, de la dépression. Et c'est une très très bonne façon, en fait, pour purger un marché. Souvent, on a tendance à croire qu'on doit purger un marché en allant toujours plus bas, d'aller toujours plus bas, d'aller chercher tout le monde qui est un petit peu bankable actuellement. C'est pas forcément vrai. Hein, on peut continuer à ranger sur des niveaux de prix entre les 25 000 $ ou les 30 000 $ et puis les 17 000 $. Et vous allez voir que beaucoup, en fait, vont commencer à avoir un faible intérêt. Plus la volatilité va baisser, plus les traders vont s'échapper, vont tout simplement partir de ce marché, vont tout simplement s'épuiser. Le désintérêt, c'est aussi une forme de purge par rapport au marché pour pouvoir relancer des grosses dynamiques tendancielles haussières, tout simplement. J'ai fait tout le tour de tout ce que je vais vous dire. Honnêtement, on peut pas acté encore actuellement, mais vous voyez qu'on n'est pas très très loin, entre guillemets, des validations ou des invalidations par rapport à des gros cycles aussi qu'on pourrait repartir. Donc après, je dis pas le contraire, hein. On peut très bien faire ça, hein, venir breaker, revenir là, et puis derrière, potentiellement aller chercher des nouveaux pieds, et puis après refaire des... Je ne dis pas du tout le contraire. Je dis juste que il est très probable qu'on soit sur le point bas, et moi, la confirmation de ce point bas sera la clôture des 21 500 $. Et ce qui est très marrant, c'est que vous êtes très peu en réalité à l'attendre, ce retournement, où vous êtes très peu à attendre ce type de confirmation. C'est peut-être dommage, je ne dis pas que vous avez tort, je dis juste que n'ayez jamais peur d'acheter plus haut. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis bien évidemment soumis, qui est directement corrélé à ma stratégie, ni plus ni moins. Merci à toutes et à tous, j'espère que je vous ai aidé d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans le live, 12h30, on fera un live très intéressant également demain, 12h30,